Donc parfois il déconseille la soudure. Supposons par exemple que j'ai une chute d'une poutrelle et je veux souder une autre poutrelle. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si tu veux, quand on veut souder des extrémités, d'ailleurs, on les fait pas comme ça. Si tu veux que la soudure soit plus performante, il faut que tu fasses ça. Tu as une extrémité comme ça et tu as l'autre que tu amènes ici. Et là, tu fais ta soudure. Mais tu fais jamais une soudure, tu raboutes jamais deux poutres comme ça à droite. Alors ça doit s'expliquer par le calcul et voilà, ça je sais pas faire. Là c'est effectivement une habitude que j'ai. Non, ça diminue, c'est-à-dire que tu prends un risque complémentaire. Maintenant si ta soudure est bien faite, il n'y a aucune raison. Tu la fais pas comme ça pour ne pas la solliciter complètement en cisaillement. Donc si tu fais ça un berceau comme ça, tu vas mieux diffuser les efforts dans l'âme du profilé. Maintenant, rien ne t'empêcherait, si vraiment tu ne peux pas faire autrement, de te dire je peux très bien les souder comme ça, remettre deux flancs de chaque côté et une barre horizontale. C'est-à-dire en fait refaire une liaison au-delà de l'endroit de la soudure. Non, souder, non, je parle souder. Si par exemple il te manque, si tu enlèves le petit bout ici, tu n'as pas de quoi faire la longueur. Tu ne peux pas faire autrement. Tu peux très bien te dire, dans ce cas-là, effectivement, j'amène, je vais souder au bout, mais rien ne t'empêche de dire, je vais mettre deux raidisseurs ici, que je vais souder, et je vais remettre un plat soudé entre les deux. Ce qui fait qu'en fait, tu vas renforcer la jonction, qui fait que si ici tu as une faiblesse, en fait tu deviens surabondant en fait au niveau du métal ici. Et donc si tu as une petite défaillance à cet endroit-là, la totalité des charges que tu voulais transmettre, elles sont transmises par le complément de métal. Tu en as même qui te diront, dans ce cas-là, tu peux même faire autre chose, si tu peux, tu fais pas ça, mais tu ressoudes un plat au-dessus et en dessous. Tu vois, sur les deux semelles, tu vas ressouder deux plats. Donc tu assures toujours la transmission de l'effort. Les solutions, il y en a énormément. Alors ça, c'est la dernière invention qui était sortie en 2007. Donc en fait, c'est non plus de faire des trous ronds, mais c'est de faire des systèmes avec une sinusoïde. Alors l'intérêt, pourquoi? C'est qu'à l'origine, en fait, c'était des hexagones. On faisait, je crois que j'en parlerai la prochaine fois, mais au lieu de faire des trous ronds, on découpait avec un oxydrique et on travaillait comme ça. Et donc ça permettait de décaler et d'avoir des trous en hexagone. Mais le problème de l'hexagone, c'est qu'il y a un angle, et cet angle-là, il était sollicité au déchirement. Donc c'était pas bien, donc on est passé au rond, qui lui diffuse mieux les efforts tout autour de lui. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut deux chalumeaux oxydriques. Alors que quand on faisait les découpes à 120 degrés à chaque fois, dans ce cas-là, on n'avait besoin que d'un seul chalumeau. Donc en passant au rond, on a doublé l'énergie nécessaire. Et en revenant avec cette forme-là, on est revenu à un principe d'un seul oxydrique, et avec un avantage, c'est qu'avec ces trous-là, ils arrivent à faire passer des caissons de 600 par 400 dans les grandes poutres de bâtiments de bureaux, et les gaines de ventilation. Donc en fait, on a encore optimisé le système. Et comme les angles ici sont tangentiels, les efforts passent beaucoup mieux. Et même par rapport au calcul, et aujourd'hui ils ne savent pas encore l'expliquer, mais je pense qu'ils vont y arriver très rapidement. Quand on fait les calculs, ils arrivent à une certaine valeur de résistance ou de flexion, et quand ils les font dans le réel, ils arrivent à avoir 5% de performance complémentaire. Et ces 5% de différence, qui est en bonus, aujourd'hui encore dans les calculs, ils n'arrivent pas à trouver la définition exacte. Comme quoi on peut encore même apprendre des choses dans une simple poutre sur deux appuis. Bon, voici des liaisons. J'ai fait exprès de prendre des vieilles images de vieux manuels de construction métallique, donc c'est des choses qu'on ne voit pas, mais au moins on est dans le cœur du problème. Aujourd'hui, dans l'architecture métallique, des fois, il y a des choses qui sont plus sophistiquées, plus jolies. Mais là, on est dans du pur et du brut. Alors ici, on a un poteau et on va mettre une poutre. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Le gars, il dit, c'est ça, je mets une petite cornière, ce qui me permet de poser ma poutre. C'est pratique, c'est bien. Et puis après, je mets deux cornières latérales et puis je vais venir boulonner ici.
Donc c'est bien, on a le repos, on a même un boulon dessous d'ailleurs, il met un boulon là, et puis les deux cornières. Donc vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc si je vous demande ça, est-ce que c'est une articulation ou un encastrement? Articulation. Je ne sollicite pas la partie arrière du poteau. Ici, rien ne va m'empêcher d'avoir un minimum de flexion à cet endroit-là. Même avec ce cornière. C'est de la souplesse. Alors, c'est une cornière. Si j'avais mis le principe d'un gousset, c'est-à-dire un truc, tu vois, dessous. Mais là, cette petite cornière, elle a sa souplesse. Hein. Donc, quand tu vois même le dimensionnement de ça par rapport à la poutre, tu peux imaginer que effectivement, ça bougera un peu. Donc, si ça bouge un peu, c'est fini. Articulation. Ici, voilà un deuxième système où le gars, il arrive. Alors ça, j'aime pas. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu dans la. Enfin. Ce principe-là exactement, si j'en ai vu un, je dis les bêtises. Donc en fait on arrive ici et on a un plat qui a été soudé au bout de la poutre et on va venir reposer sur cette plaque qui a été soudée sur le poteau et puis on va passer deux boulons. Articulés, il n'y a pas de doute possible. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la poutre qui arrive et on va mettre deux voiles de chaque côté, là, pour prendre entre le voile qui est soudé ici et celui-là. Articulé. De toute façon, dès que vous vous rendez compte que la semelle inférieure, celle qui travaille en traction, ne vient pas chercher ou transmettre l'effort de l'autre côté, c'est que de toute façon, il y a peu de chances que vous puissiez avoir un encastrement à cet endroit-là. Il faut forcément la continuité des matières. Les membrures horizontales, enfin les deux semelles. Les deux semelles ici, c'est le plus important d'ailleurs. Hein. Les deux semelles, c'est le plus important en continuité sur le poteau et voire en continuité sur la poutre qui suit. Ah, là, on commence à voir qu'on a voulu faire de l'encastrement. Alors là-bas, on en a rajouté en veux-tu, en voilà. Donc on voit bien là, les semelles filent de chaque côté. Il n'y a pas de problème. On a cherché vraiment à avoir des encastrements. Ici, c'est également un encastrement à condition d'avoir vraiment la continuité de chaque côté. C'est-à-dire qu'il faut que ici, donc on voit, on est soudé. Non, on est boulonné? Non, il est boulonné, il est boulonné. Il est boulonné, donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit bien serré. Donc en fait, entre là et là, on est solidaire. Donc il faut pas qu'il y ait de jeu. Parce que si je mets un jeu, c'est fini, j'ai plus d'encastrement. Et donc il faut que la liaison soit permanente. On utilise l'âme du profilé pour faire le transfert des charges, mais on est dans une continuité de matière. Celui-là, pour moi... Non, pas sûr, parce que si je suis beaucoup plus chargé ici que là, je vois pas pourquoi mon âme ici, elle pourrait pas fléchir. Donc, faut qu'on me prouve que là, qu'on a réussi à faire un encastrement. Moi, je suis pas... Faut qu'on me le prouve, là. Donc moi, si on me montre ça, je mets articulation jusqu'à preuve du contraire. Donc, voici donc les encastrements sur les liaisons. Donc les liaisons, donc on les voit bien soudées. On voit ici donc un travail d'ailleurs sur l'amincissement du poteau. Généralement en construction métallique, quand on fait du multi-étagé, on fait des poteaux de 2 étages. Après, en béton, je ne sais plus, on peut changer à chaque étage, non? Chaque étage, on change. En métal, ça vaut pas le coup. Comme on amène un élément, 2 étages, ça fait 7 mètres. C'est moins onéreux. Hein? En métal, on change plus. Si on change, là il a diminué là. Mais bon, ça nécessite un travail intéressant là, à cet endroit-là. Donc il faut voir, à un moment donné, on peut très bien avoir sur 3 étages, on peut peut-être se poser la question de savoir si on ne peut pas avoir une barre complète si elle passe. Hein. L'objectif après, c'est de diminuer le temps d'intervention sur le chantier et le temps de travail à l'atelier. Donc il faut compenser, regardez le coût matière. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, on a très souvent entre le bureau d'études de construction métallique qui travaille donc en maîtrise d'œuvre, il a des options, et puis après le charpentier métallique lui en prend d'autres. Pourquoi? Parce que il est capable sur une petite variante de diminuer. Mais le discours qui se fera entre le bureau d'études de maîtrise d'œuvre et le charpentier métallique, c'est de respecter l'ensemble des hypothèses de calcul. Il ne faut pas aller changer les trucs à droite à gauche. Hein. Donc il faut bien qu'il y ait un dialogue à ce moment-là. Oui, et si lui il veut changer
c'est bien, mais il ne change pas l'épure et les hypothèses de calcul. Hein. C'est pas son problème. Quand on fait des liaisons comme ça, on les fait généralement quand on a un encastrement. Et on l'a fait à l'atelier. On va faire un assemblage ici avec des boulons HR. C'est quand même intéressant de le faire à l'endroit du moment nul, hein, sur la flexion. Hop. Ben voilà un exemple d'articulation dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous voyez, en fait, on a la semelle, on a une plaque qui est soudée. Bon, là, l'intérêt, c'est qu'ils ont fait en fait un trou rond, donc on est capable de venir l'enquiller, et on a le boulon qui traverse, qui sert, mais de toute façon, ça fait bien une articulation. Hein. C'est suffisant pour rentrer. Hein? C'est suffisant ce boulon. Bah oui, c'est suffisant. Il est soudé. Bah, c'est suffisant pour être un articulation. Ouais, c'est suffisant. Si je te montrais, je pourrais te montrer un jour un pont à Paris. Tu regardes le pont, il traverse toute la Seine, il est en acier, il est énorme le pont, et puis il est sur une articulation, il y a une tige comme ça. Mais non, mais on ne se rend pas compte, mais il y a des telles capacités avec l'acier, c'est que on a besoin de l'ingénieur pour calculer, parce qu'on se rend compte que si on fait à l'œil, on va en mettre 10 fois de trop. 10 fois de trop. Bon, alors ça dépend. Là, pour moi, ça suffit, parce que quand je vois la hauteur de la poutre ici, c'est qu'on n'a pas énormément de charge. Hein. En revanche, il y a une chose qu'on fait très bien avec le métal, c'est par exemple, c'est les contre-flèches. Ça, c'est les choses qui sont très faciles à faire. Tu fais par exemple, tu fais ton calcul, tu obtiens une flèche de, je sais pas moi, 30 mm. Bah, tu prends ta poutre, tu lui fais une contre-flèche de 30 mm, et puis quand c'est en charge, tu as un plancher plat. Donc tu sollicites moins de matière. Tu as par exemple, quand on fait des parkings aériens métalliques, on le verra aussi la dernière fois, pas la prochaine fois, et bien en fait on a intérêt à faire donc une contre-flèche plus importante, parce que comme ça en fait on a le plancher qui même est bombé sur les extérieurs, et donc qui permet de faire le ruissellement d'eau pour les eaux pluviales. Donc on fait à la fois, pour récupérer les eaux pluviales, on en profite pour mettre moins d'acier sur la structure. Alors voici des articulations, ici avec ce qu'on appelle des fourrures, donc pour rattraper les jeux. Alors c'est les systèmes qui sont très peu utilisés, ceux-là, parce que c'est à chaque fois il faut faire des pièces complémentaires. Ce que vous verrez le plus souvent, c'est la simple petite cornière, et vous pouvez vous poser la question en fait de savoir si vous devez ou non avoir un alignement des semelles de plancher. Si vous avez un plancher que vous allez devoir poser là-dessus, peut-être qu'il est intéressant d'avoir la même altitude. Si vous devez avoir la même altitude, vous ne pourrez pas faire cet assemblage, vous serez obligé de faire celui-là, qui est l'assemblage le plus classique, où vous avez donc en fait une échancrure qui est faite pour arriver à échapper à la semelle de la poutre principale et que la solive arrive donc sur le même plan, avec un alignement des ailes supérieures. Donc là, on se rend bien compte, ça c'est la poutre principale et ça c'est la solive secondaire. Bon, ça c'était une petite image pour montrer qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Alors, les poutres treillis, on en a parlé tout à l'heure. Une poutre treillis, important déjà, c'est de mettre les diagonales dans le bon sens. Donc si on veut utiliser le moins d'acier possible, on va faire travailler les barres en traction. Si j'ai une poutre treillis sur 2 appuis, ça c'est ce qu'on appelle les poutres... comment ça s'appelle ça? Comment vous l'appelez celle-là? De N, oui. C'est une poutre. C'est une poutre. En fait, les vrais noms, je vais vous les donner, parce que je ne les ai pas mis là, dans le PowerPoint. Mais donc, si vous avez ce qu'on appelle... la poutre Pratt de son inventeur, qu'on appelle aussi poutre en N. C'est celle-là. On a des diagonales. Voilà. Ça, c'est la poutre en N, parce que ça fait des N. Vous avez la poutre